minutes. Ok, mais merci Bella. Et tu es le boss du temps, au moins pour 15 minutes, donc tu m'arrêtes à 15 minutes. J'ai commencé ce matin en disant qu'il était nécessaire d'avoir un nouveau narratif et je pense que tout le monde est d'accord que dans ce nouveau narratif, il y a une partie sociale et une partie environnementale. Je ne parlerai pas de la partie économique, on l'a déjà vu dans le débat précédent. Et ceci se passe à deux niveaux. Ça se passe à un niveau politique, et on a vu les échanges politiques, mais ça se passe aussi à un niveau de recherche et de questions de recherche qui sont importantes. Et je pense que la difficulté ici qui se pose, et ça va être la difficulté de mon speech, je vous expliquerai pourquoi dans une minute, c'est que quand on parle du social et de l'environnemental, on a des communautés qui ne lisent pas la même chose, qui ne disent pas la même chose, qui ne voient pas le monde de la même façon, et que donc de cette nécessité de combiner les deux, c'est très facile à dire, mais une fois qu'on commence à essayer de réfléchir comment ces différentes littératures se répondent, c'est beaucoup moins évident, surtout qu'en les combinant, on a une série de conséquences logiques qui donnent des cohérences ou des incohérences. Et donc, dans cet exposé introductif, je vais faire un exposé en 5 points, dont il y aura pas mal de questions qui sont encore des questions ouvertes pour moi. Et comme les discutants l'ont vu, je n'ai pas encore de papier, j'espère que ça améliorera le non-paper que je suis en train de faire. Il est très clair aussi que dans ce débat et la réflexion, on se situe au sein de l'Institut dans la fonction stimulée la CES et que ce sont des débats assez nouveaux, je pense. Alors, les 5 points que je voudrais faire, malheureusement, le 5e me ramène au premier, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a de commun dans les deux débats environnementaux et sociaux. Pour le moment, il me semble que ce sont les inégalités. Et on doit commencer par la question des inégalités. Le deuxième point qu'il y a en commun, c'est la question des investissements sociaux, investissements environnementaux. Jusque-là, tout va plus ou moins bien, mais le problème, on arrive au troisième point. Quel type de consommation va-t-on avoir si on réduit les inégalités et on augmente les investissements? C'est une question qu'on n'échappera pas. Quatrième point de la réflexion, ça nécessiterait dès lors d'avoir une réflexion beaucoup plus stratégique sur la question du temps de travail. Point final sera sur la question de la gouvernance. On a un ensemble d'éléments. Quelle gouvernance faudrait-il? Et là, je reviendrai à la Chine, mais d'une autre façon, parce qu'on a finalement ce qu'on a compris, un État chinois, et je dirais que pourquoi peut-être d'avoir un État chinois est nécessaire, mais pas de cette nature qu'on a pour le moment. On réfère au débat précédent. Mais aussi aux acteurs, et les acteurs me ramènent au premier point. Alors, le premier point, les inégalités, élément commun stratégique de la réflexion dans un autre narratif social et environnemental. Le point des inégalités, je pense qu'il reste pour moi une question centrale quand on monte l'ensemble des documents, c'est que les inégalités, et généralement on les présente comme les inégalités entre les 10% les plus riches et les 90%, ou les 1%, mais quand on regarde derrière les chiffres, les inégalités ont surtout monté entre le 0,1% et à la limite les 99,9%. Et donc la question qui se pose pour moi dans la question des inégalités, je pense qu'on doit changer, je l'ai dit souvent, de focus sur les inégalités et s'intéresser beaucoup plus aux riches. On a très peu d'études sur les riches. On a quelques exemples qu'on sort, que ce soit Bill Gates ou Soros qui sont des millionnaires généreux, mais beaucoup de millionnaires sont nettement moins généreux ou ne veulent pas changer le modèle. Mais c'est pourquoi en fait un modèle qui a profité, disons, à 1% clairement de la population se diffuse pour être voté par 50%. Parce que même si on regarde celui qui est dans l'échelle de distribution à 91%, son gain par rapport au gain
la personne qui a 50%, disons qu'il a augmenté sa richesse 2 fois plus. Et si on le compare à celui qui a 1%, 0,1%, la différence est 1 à 100 ou 1 à 400. Donc il fait partie plutôt théoriquement de la classe moyenne que des super riches. Or, les super riches ont réussi à mettre un agenda qui a l'air de dépasser leur propre intérêt. Je pense que c'est une question des inégalités. On doit adresser la question comment un agenda de 0,1%, pas des 10%, de 1%, est un agenda commun. Deuxième élément lié à ce moment-là à la question environnementale, quel est le lien entre ces croissances d'inégalités et les modèles de consommation? On a vu il y a quelques études, quand Bill Gates a doublé la taille des maisons pour les multimillionnaires, toutes les maisons pour les multimillionnaires ont doublé pour être sur la taille de Bill Gates. Donc il y a aussi dans cette question d'inégalité quelque chose qui est généralement peu mis en évidence, c'est quel modèle de consommation se développe à travers le modèle des inégalités. Les inégalités, quand on prend la question environnementale, c'est clair que les inégalités rendent la transition verte plus difficile. On a vu ce matin la question de la pauvreté énergétique, il y a les enjeux, on a vu aussi ce matin de déplacement de gens qui n'ont pas accès à des éléments. Et donc, la question qui freine une transition vers un modèle vert est la question des inégalités. C'est cette question centrale, me semble-t-il, qui doit être une façon dans laquelle on pourrait lever le problème, en tout cas déplacer le problème, c'est sur la question de la justice environnementale. Il me semble que là, on change le problème des inégalités en prenant un focus plus large en matière d'environnement, et dans lequel, si on a une définition des bénéfices qui ne sont pas simplement liés à un agenda étroit du changement climatique, effectivement, les plus pauvres, dans une approche de justice environnementale, vivent dans des environnements qui sont le plus dégradés. Donc, le fait d'améliorer l'environnement de façon radicale pourrait être un agenda qui serait directement lié à un agenda redistributif et donc pas vu d'une certaine façon comme étant quelque chose qui a des conséquences régressives sur le pouvoir. Donc, premier point, la question des inégalités est centrale, mais elle est relativement complexe dans ses différentes dimensions. Deuxième point, j'irai assez vite, il y a un accord pour dire, OK, on va faire des investissements. Les investissements doivent se faire dans l'éducation, dans la formation, dans la lutte contre la pauvreté, doivent se faire de l'autre côté dans les infrastructures, dans les réseaux, etc. Ce qui est assez intéressant, mais il y a peu finalement, dans ces discours-là, comment est-ce qu'on combine le coût potentiel de ces deux investissements et comment est-ce qu'on les finance. Donc je pense que là, une étape à faire à un moment où on doit être sérieux, c'est de reprendre, au lieu de regarder quels sont les déficits ou les déficits, de jouer à la marge en disant est-ce qu'on ne pourrait pas avoir 1 ou 2% de plus dans le cadre du pacte de stabilité. C'est intéressant qu'il change en tenant compte des investissements nécessaires, mais c'est quelque chose dans lequel on doit mettre le coût. Parce que tous ces investissements, selon la forme de financement ou de non-financement, ont des effets sur les inégalités. On peut dire qu'il faut investir dans l'éducation, faire X à Harvard en Europe. Harvard, ça coûte 50 000 $ le semestre, donc on augmente les inégalités.
Donc ce n'est pas simplement parce qu'on a dit qu'on allait augmenter l'éducation, ça dépend de quel type d'éducation va être faite, qu'on réduit les inégalités. On peut, dans ce domaine-là, si ce n'est pas mis de façon cohérente, avoir un effet inverse sur les inégalités. Exactement la même chose sur tout le financement des infrastructures. Sur les financements des infrastructures et le partenariat privé-public, moi je n'ai rien contre le partenariat privé-public, mais le privé veut un retour sur investissement, ça veut dire qu'on choisit des investissements ou des choix de projets qui ont un retour pour la partie en tout cas privée. C'est-à-dire qu'on élimine donc la même chose, on veut dire on va faire des investissements, ces investissements peuvent être augmenter ou réduire la pauvreté. Mais prenons, et c'est mon point principal là-dessus, ceux qui ont l'air d'être consistants avec deux agendas, mais quel effet ça fait si on réduit les inégalités et on investit de façon massive? Je pense que ça a un effet évident, ça augmente la consommation. C'est-à-dire s'il y a encore des choses qui sont relativement claires, c'est-à-dire que si on donne du pouvoir d'achat, ça va augmenter, surtout aux plus pauvres, ça va augmenter la consommation. La même chose s'il y a des investissements massifs. Il y a un lien relativement clair entre la consommation et les émissions de CO2. Donc un agenda, si on reste cohérent, de réduction des inégalités et d'investissement massif a pour effet, s'il n'est pas réfléchi, d'augmenter les émissions de CO2 et donc de certainement pas contribuer à l'objectif environnemental. Quelle pourrait être une alternative là-dessus? Je pense qu'il est nécessaire de rephaser une façon de la croissance de la consommation en mettant en avant les biens publics, les services publics ou les services d'intérêt général. C'est-à-dire qu'une partie finalement de la réduction des inégalités n'est pas une partie monétaire et une partie d'avoir des accès à des services qui sont des services communs ou des biens communs. Une fois qu'on a effectivement fait des investissements, il y a une qualité de l'air, de l'eau et d'autres aspects environnementaux qui font que les personnes qui vivent dans des environnements dégradés, qui sont le plus souvent les pauvres, ont un gain en termes de vie, durée de vie en bonne santé. Et je pense que ceci doit être réfléchi de façon stratégique, parce que sinon je ne vois pas comment, mais je me trompe peut-être et j'espère que là on aura des indications que ça n'a pas de sens ce que je dis, je ne vois pas comment l'objectif central de réduire des inégalités, de faire des investissements qui ne soient pas des investissements privés mais publics d'intérêt général n'a pas un effet sur la consommation. Un élément, Bella l'a dit, qui pourrait jouer, c'est l'efficacité énergétique et l'innovation. Donc, je veux dire, ce sera un pari sur l'innovation et l'efficacité énergétique, mais ce pari semble relativement difficile à tenir. C'est finalement, et on revient là-dessus, c'est le pari de la Chine. Parce que ce que je décris ici, la contradiction, c'est la Chine. La Chine réduit ses inégalités avec le reste du monde, augmente ses inégalités internes, réduit avec le reste du monde, donc réduit de façon ces inégalités, investit massivement dans des infrastructures du futur et dit qu'avec l'innovation et l'efficacité énergétique, ça va donner des résultats. Tous ceux qui suivent les émissions de CO2 de la Chine voit qu'on est très loin de ce qu'on attend. Et je pense que là, on a effectivement une vraie question. Donc, tu peux me donner 3 minutes, parce que je n'ai plus que 3 minutes au lieu de 5. Quatrième point, je pense que là-dessus, ça nous nécessite à faire une réflexion. J'ai vu que le groupe des Verts avait fait quelque chose sur le temps de travail, mais peut-être de revenir sur cette question du temps de travail. Finalement, c'est assez intéressant comme ce point a été complètement
oublié dans le débat, de certainement de réfléchir dans cette modèle-là qui est c'est quoi le travail. On a vu ce matin aussi entre les différents travaux payés, volontaires, coopératifs, privés, mais producteurs de quelque chose. Il y a là, effectivement, me semble-t-il, une sorte de chantier qui est nécessaire de combler si on veut finir le cercle. Et finalement, les structures et les acteurs, c'est-à-dire que dans ce nouveau narratif, peut-être que ce qui manque, c'est une réfléxion plus forte sur les structures, de dire qu'on veut une multi-level governance, c'est sympa, tout le monde est d'accord, sauf qu'on ne définit pas vraiment ce qui va se passer dans la multi-level governance. Et je pense, pour reprendre une phrase de Freeman, le journaliste du New York Times, disait que sur les changements climatique, il faudrait que les États-Unis soient la Chine pour un jour. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il disait qu'en fait, il fallait une capacité de prendre une décision, un choix stratégique sur la décision, c'est la partie Chine, mais la partie États-Unis, c'est la capacité des États-Unis d'être une société de délibération locale et de changements locaux, et donc d'articuler finalement une gouvernance qui soit une gouvernance en même temps stricte sur le moyen terme, mais tocquevillienne sur la façon dont la décentralisation peut se faire. Cette gouvernance se fait en acteurs, mais ce qui revient, et c'est ma dernière question, et je finis ma boucle où je n'ai pas de réponse, mais je suis sûr qu'on m'aidera à trouver des réponses, c'est de dire sur les acteurs, et comment est-ce qu'on peut penser que dans les inégalités, les riches vont perdre le pouvoir? C'est quand même la question de rapport de force. Pourquoi et comment voudrait-on que ce processus soit un processus sans conflit, qui puisse se régler juste par des formes de gouvernance? Et on arrive à la question que les inégalités croissent, mais que ceux qui profitent des inégalités contrôlent de plus en plus le système. Et donc la question qui se pose là-dedans, c'est comment on sort de ce cercle vicieux. Mais je n'ai pas de réponse à ça. Merci.